Aujourd'hui, Éco d'Histoire nous emmène à 25 km au nord-ouest de Rennes, dans la commune de La Chapelle du Loup-du-Lac. Là, ignoré des grands circuits touristiques, se situe un château hors du temps, figé en l'état depuis des siècles. Ce château fait partie de ces patrimoines locaux oubliés qui s'avèrent souvent d'un intérêt culturel, historique et archéologique remarquable. Philippe Guigon est archéologue. Ce château, il le connaît comme sa poche, puisqu'il l'étudie depuis 40 ans et qu'il a tout bonnement changé sa vie. C'est avec ses yeux d'archéologue qu'il nous invite à découvrir tout l'intérêt et la valeur de ce château du Loup-du-Lac. Bienvenue au château du Loup-du-Lac, une vénérable bâtisse du XVIIe siècle qui ne date que de 1657 mais qui a des ancêtres dont on reparlera. Cette façade ressemble beaucoup à celle du Parlement de Bretagne à Rennes, qui était à cette époque un bâtiment tout neuf et qui a servi de modèle pour nombre de châteaux de Haute-Bretagne essentiellement. Exactement le même type de façade, plane, avec deux avancées très légères de pavillons, 3 niveaux, et un perron à double révolution, comme celui du Parlement jusqu'au grand incendie de 1720. Il faut imaginer dans cette structure, non pas une seule famille d'aristocrates, mais tout un ensemble d'habitants. La famille elle-même, bien sûr, enfants, petits-enfants, et au-delà, grands-parents. Et puis, tout un ensemble de domestiques de différents rangs, de différents statuts sociaux. Un notaire, on en connaît au moins un, des chefs jardiniers pour les communs, différents types de domestiques. Difficile d'estimer leur nombre, au minimum une vingtaine de personnes qui se côtoient. Il y a des espaces plus aristocratiques, des espaces plus privés, et cet escalier, comme il est unique, servait à tout le monde visiblement. L'un des intérêts de ce château, c'est qu'il est resté dans son jus d'Ancien Régime, plus particulièrement du XVIIe siècle. Un témoin remarquable, c'est cette porte à caisson qui a été rafistolée, bricolée un peu, mais qui pour l'essentiel est encore en place et n'a pas bougé. Je vois un graffiti illisible par-dessus, des beaux clous à tête forgée, remarquables. Voilà. Normalement, ce genre de choses, ça disparaît. On ne les voit jamais. Ici, c'est resté en place. Ce qu'il y a de remarquable aussi, et dans son jus, toujours une fois, pour utiliser une expression très triviale, ce sont les sols, les tomètes. Ce sont des tomètes avec des mesures antérieures au système métrique, avant la Révolution. C'est donc pas du 10-10 cm de côté, mais des petits carreaux de 8,5, 9. Il y avait une briqueterie en Montauban. Peut-être qu'elle fonctionnait dès cette époque avec des filons d'argile. En tout cas, c'est pour simplifier des circuits courts, forcément. Les matériaux ne viennent pas de très loin, ils ne sont pas importés de je ne sais où, sûrement de la région. Cette salle, la salle dans laquelle nous nous trouvons, est intéressante. Elle est restée d'époque. Un mot un peu vague, bien sûr, mais c'est marqué, en particulier, par cette cheminée, avec ses boiseries. Boiseries qui peuvent être assez tardives, entendons-nous bien, quelque chose comme le fin XVIIIe siècle, donc beaucoup plus récente que le château. Mais c'est le seul endroit du château où il subsiste des boiseries. Seules celles-ci ont subsisté.
Alors évidemment, l'archéologue est toujours intéressé pour savoir ce qu'il y a derrière les boiseries. Est-ce qu'il y a des peintures, comme on en connaît dans certains endroits? On examinera ça un autre jour. Voilà. Alors on est dans un tout petit espace de transition entre les chambres particulières. Le château étant en L, on est dans cet espace central qui mène à un endroit tout à fait particulier, desservi par cet escalier un petit peu vermoulu, il faut l'admettre. Et cet escalier dessert une pièce très sensible du château. Un endroit vraiment réservé, c'est ce qu'on peut interpréter comme étant le chartrier. Alors chartrier, c'est un terme médiéval, mais on peut encore le conserver jusqu'à ces périodes d'Ancien Régime. C'est là qu'on conservait, que les aristocrates du coin conservaient leurs archives, les titres de propriété, les titres de noblesse, très importants pour vérification des titres de noblesse en cas de réformation, les baux et tout un tas de choses. Il était étanche, on verra ça dans le grenier, mais étanche aux bipèdes, et également aux rongeurs, aux oiseaux, peut-être au feu également, il y a des cloisons par feu au-dessus. Et à côté, une porte inoffensive qui mène à un endroit très intime, c'est celui des latrines. Un petit espace bien sympathique où, évidemment, l'objet de la chose qui fait l'intérêt, des toilettes qui étaient le dernier cri du progrès en 1657. Alors ça peut paraître anecdotique, mais de nos jours, ça n'existe presque plus, parce que les châteaux ont été modernisés et on répugne en général à utiliser ce genre de toilettes, de latrines. Il y avait ça dans les cabanes au fond du jardin, et au château, grand luxe, au premier étage, il y a des latrines. Voilà. Alors, escalier rampe sur rampe, remarquable. On connaît des exemples un peu partout en France, mais celui-ci est très beau, avec une belle moulure à la base. Et puis ces marches, c'est du granit de Becherel. Alors Becherel, c'est pas très loin, 10 km. Mais il faut quand même imaginer la taille à la carrière, le transport et le façonnage. C'est très luxueux, il y a ces belles marches en granit, depuis la cave jusqu'au sommet du grenier, qui prouve bien qu'on est dans un espace très aristocratique, très important. La charpente est en excellent état, la couverture en état moyen. Elle a dû être faite plusieurs fois au fil des siècles. Alors peut-être une seule fois par siècle, ce qui lui fait quand même au moins 3 fois une réflexion complète. Et alors ce qui est amusant, c'est que le couvreur, qui est un animal facétieux, aime bien marquer la trace de son passage, d'abord avec ses outils. On voit cette belle hache, tout à fait semblable à celle qui est utilisée de nos jours. On a encore ce type d'outil. Il y en a partout. Dedans, dehors. Alors c'était très facile parce que c'est du calcaire coquillé très friable. Donc, pourquoi se gêner? Et au-dessus, notre ami, nos amis, parce qu'il y a 2 noms, ont mis leur nom. Alors ça reste illisible pour moi pour l'instant. Il y a un Pierre, son prénom, et son nom, Coche, on ne sait pas. Puis un deuxième, encore plus illisible. Alors, de quand ça date, ça? Sûrement pas des origines, puisque de l'autre côté, dans votre pied droit de votre lucarne, il y a une date, 1770. Alors, ici, un endroit tout à fait remarquable, même extraordinaire du château du Loup du Lac. Tout à l'heure, on a vu la partie inférieure de cette pièce, c'est le chartrier, et là, je suis perché sur le sommet du chartrier. Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il est étanche. Étanche aux rongeurs, qui nuisent aux archives, aux oiseaux qui font des cochonneries partout. Remarquablement construit, une structure maçonnée, sur laquelle sont fixées des solives en bois d'arbre, de 15 cm de section, en chêne. Sur ces solives ont été posées des quenouilles. Les quenouilles, c'est un ourdi de terre, un plancher de terre, une armature de hêtre, de châtaignier, pardon, châtaignier, sur laquelle on entortille de la paille et de la bauge, terminé, lissé par un plancher de terre, là-dessus. Et pour rendre ça vraiment étanche,
Tout au long, il y a des boudins de terre entre les parties de bois et la terre. Comme ceci, rien ne peut pénétrer et ça assure la longévité et la sécurité des papiers de famille, des pots, etc. Extrêmement remarquable aussi, ces planches en oblique posées sur cette solive avec un beau chanfrein. Eh bien ça, on n'en connaît pas, on n'en connaît plus. C'est vraiment un bâtiment, une pièce du bâtiment tout à fait exceptionnelle. Et il faut le conserver à tout prix. Nous sommes ici dans la forge et elle est restée en place jusqu'à nos jours. Alors il n'y a plus de forgerons depuis longtemps, mais elle est restée en place. Quand je dis en place, vous voyez, on n'a touché à rien. Tous les différents types de tenailles sont là. Le soufflet qui fonctionne encore est là. Le tour est toujours en place. Donc on pourrait théoriquement faire redémarrer la forge. Alors la question se pose du devenir de ce bâtiment. L'église est classée monument historique, inscrite. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on conserve, comme témoignage après tout du XXe siècle, d'une forge rurale, ou est-ce qu'il y a suppression? Parce qu'ici, en réalité, on est à l'emplacement de l'ancien château de 1571. Alors l'ancien château a disparu en 1877, du passé faisons table rase, tout a disparu, la forge à la place. Question très théorique, est-ce qu'on conserve ce bâtiment? Et est-ce qu'on le rénove, bien entendu? Et est-ce qu'on le fait vivre en refaisant une forge? Alors, dans les caves du château, depuis 1908, sont conservées deux pierres très intéressantes qui permettent de retracer l'histoire des châteaux du Loup. Depuis au moins avant la date de cette pierre, c'est savoir 1571. 1571, c'est la date du vieux château disparu, tombé en 1877, 3 siècles plus tôt. Et les armes représentées sur cet écu écartelé permettent de reconstituer son histoire. Nous sommes ici devant la face sud de l'église paroissiale du Loup du Lac. C'est l'ancienne église paroissiale d'une paroisse qui, jusqu'à la Révolution, était en Dol de Bretagne, alors que toutes les paroisses environnantes sont en Saint-Malo, étaient en Saint-Malo. Donc déjà un indice d'ancienneté. Elle s'appelle l'église Saint-Loup. Jeu de mots peut-être avec un nom de lieu breton. Loup, qui désigne le lac. C'est cousin du gaélique moderne, le loch. Pensez au Loch Ness. Et puis l'église elle-même, bâtiment remarquable par technique très simple, une petite nef rectangulaire, un petit chœur rectangulaire, au milieu un arc triomphal. Bon. Technique de construction très curieuse avec ces pierres disposées en chevron, on dit en arête de poisson. On connaît ça en Bretagne dans les années, au moins pour deux églises, dans les années 1020. Donc cette église, pour simplifier, peut avoir 1000 ans, à peu de choses près. Construite avec des matériaux locaux, le schiste, le calcaire coquillé, semblable à celui du filon du Kew Tréfumel, bien il vient de très très près d'ici, dans cette direction à 50 mètres. L'étang qui donne son nom à la commune a été une carrière de calcaire coquillé. Caractéristique également tout à fait remarquable, l'utilisation de terre cuite dans la maçonnerie. Alors terre cuite, il faut imaginer des briques et des tuiles. Bon, c'est des choses que l'on connaît, briques et tuiles antiques, romaines. Dans le secteur, dans les environs immédiats de cette église, peut-être dessous, il y a un bâtiment antique, mettons une petite villa. Alors, ce qui serait intéressant à faire, c'est un petit sondage archéologique dans cette église qui n'est pas désaffecté. Il y a une seule messe par an, le 15 août. Et ça vaudrait vraiment le coup de vérifier si dans les bâtiments antérieurs à l'an 1000, il ne se trouverait pas par hasard un bâtiment antique surmonté d'un bâtiment du haut Moyen-Âge, c'est-à-dire la période entre le 5e siècle et l'an 1000. Donc un jour peut-être, on fouillera cette église. Ici, on est devant une entrée, en réalité, secondaire du château sous l'Ancien Régime. C'est la face arrière. L'entrée principale se faisait dans l'axe du perron, avec une grande rabine de plusieurs centaines de mètres. Ici, c'est les communs.
Ce qui marque l'entrée, c'est bien sûr cette tour, qui est seule actuellement. Mais encore en 1835, lorsqu'a été dessiné le premier cadastre de la commune, on voit que à chaque angle du trapèze formé par les douves, il existait une tour cylindrique semblable. Alors, de quand date cette tour? Elle est de tradition médiévale, avec ses mâchicoulis dits bretons. Elle est datée sur la cheminée 1653, mais ça c'est la couverture. Je pense que cette tour date de 1571, qu'elle était contemporaine de l'ancien château détruit, dont on a conservé l'écu dans la cave. C'est un phénomène, elle apparaît très tardive, mais on connaît des châteaux médiévaux d'apparence très médiévale beaucoup plus tardivement. Je pense au château de Kergunadeach en Léon, en Sibéril, 1603. Donc voilà, on savait faire ces tours, qui sont des éléments symboliques, qui ne servent pas à l'habitation, pour marquer l'aristocratie, avec une liaison très ancienne du manoir.